Bonjour à tous, je l'annonce tout de suite, cette deuxième émission de Croque Lecture s'annonce passionnante. Pendant les premiers numéros de l'année, nous vous présenterons les meilleurs titres parus depuis le mois d'août. Et vous allez voir, cette période est très chargée en nouveautés. Au sommaire de ce numéro, nous commençons tout de suite par un roman des éditions Durer, éditeur dont nous parlons souvent. Il s'agit cette fois de 7 jours à l'envers, un livre que Louise nous présentera. Puis Antonin nous parlera d'un titre de la collection Soon chez Syros, le nouveau roman de Karina Rosenfeld, Les Sentinelles du futur. Enfin, nous terminons avec l'éditeur Kazé, pour s'intéresser à un manga évidemment. Clarisse nous propose une présentation de Nisekoi. Nous commençons dès maintenant dans la rubrique Plat du jour avec Louise. Je te laisse la parole. Peux-tu nous présenter 7 jours à l'envers, un livre de Thomas Gornet? Bonjour chers croque-lecteurs, aujourd'hui je vais vous présenter un roman intitulé 7 jours à l'envers de Thomas Gornet. Il est publié aux éditions du Rouergue, dans la collection Dos à Dos. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur cet éditeur grâce à notre interview de Sylvie Gracia qui nous avait fait l'honneur de venir sur notre plateau pour répondre à nos questions. Maintenant revenons au roman que je vais vous présenter. De quoi s'agit-il, Louise? Tout commence par un dimanche pluvieux. Pour le héros de ce roman, dont on ne sait pas le nom, c'est un jour vraiment particulier. Le personnage principal est un garçon qui se trouve sous la pluie. En effet, il est au parc avec ses parents. Tous regardaient le ciel. C'est la mère qui a eu cette idée étrange. Pourtant, le garçon aurait préféré se rendre au cimetière pour se recueillir sur une tombe, car cette semaine a été particulièrement éprouvante pour toute la famille. Voilà une semaine que s'est déroulé un événement tragique que l'on va découvrir à rebours. Le samedi précédent, c'est la toute première fois que le personnage principal voit ses parents pleurer ensemble, au même moment. Si son père a déjà pleuré pour la victoire de son équipe préférée, cette fois c'est dans d'autres conditions. Ils se retrouvent tous les trois à un enterrement. Toute la famille regarde les gens défiler pour faire leurs condoléances. Le personnage principal se demande ce que veut dire ce mot. Pour lui, c'est une phrase dénuée de tout sens. Quelques minutes plus tôt, le garçon a dû rentrer dans la chambre funéraire pour rendre hommage une dernière fois aux morts, dont on ne sait toujours pas l'identité. Il a détesté cela car cela lui donne des cauchemars éveillés. Un homme habillé tout en noir leur montra le cercueil vitré, et dedans, c'était lui. Dernière épreuve de la journée, le passage au cimetière où le garçon ne réussit pas à pleurer, ce qui le trouble énormément. Mais qu'est-il réellement arrivé à cette famille? Qui est le personnage décédé? Que va-t-on découvrir sur la vie de cette famille? Vous pourrez découvrir les réponses à cette question en lisant 7 jours à l'envers. Peux-tu nous donner ton avis sur ce roman de Thomas Gornet? Je dois vous le dire, j'ai vraiment adoré le roman de Thomas Gornet, intitulé 7 jours à l'envers. Tout d'abord, ce livre m'a particulièrement plu car la couverture m'a tout de suite donné envie de savoir ce qui se cachait derrière les pages de ce roman. En effet, la photographie laisse beaucoup de suspense, car elle représente un carton dans lequel est caché quelqu'un, on ne voit que les doigts. On dirait donc une boîte surprise et on ne sait pas ce qui va en sortir. De plus, ce roman appartient au genre tranche de vie, et comme vous l'avez compris, grâce à mon résumé, parle de la vie quotidienne, des malheurs qui peuvent arriver. Cela m'a beaucoup plu, car j'adore ce type de roman. En effet, ce livre nous raconte le décès qui est arrivé à cette famille qui, je pense, aura beaucoup de mal à s'en remettre. On imagine le drame ressenti par ces personnes. Le lecteur qui vit en même temps le drame et ressent les mêmes sentiments qu'eux, c'est-à-dire la tristesse et le désarroi. On imagine le drame ressenti par ces personnes, le lecteur vit en même temps ce drame et ressent les mêmes sentiments qu'eux, c'est-à-dire la tristesse et le désarroi. Ensuite, ce roman est très spécial car l'histoire est racontée à l'envers. En effet, elle commence du dimanche jusqu'au dimanche précédent. Cela donne un drôle d'impression à la lecture. On se sent complètement déboussolé, ne sachant rien ce qui s'est réellement passé. On reste durant tout le roman dans l'ignorance la plus totale. Ensuite, un autre élément de narration intéressant. À la fin de chaque chapitre, il y a une réponse à une blague, mais on ne connaît pas la devinette. Ainsi, par exemple, le personnage répond à cette blague par une patte d'autruche plongée dans de la morve de martien. Enfin, dans l'histoire, il y a aussi des souvenirs du personnage principal qui sont écrits en italique, qui sont sous forme de dialogue théâtral. Ces passages interviennent dans le roman sans que l'on sache de quoi il s'agit, même si on finit par comprendre que ce sont des moments entre le personnage principal et le personnage décédé. Ces passages interviennent dans le roman sans que l'on sache de quoi il s'agit, même si on finit par comprendre que ce sont des moments entre le personnage principal et la personne décédée.
Enfin, le personnage principal est anonyme. On ne connaît ni son nom ni celui des autres personnages de l'histoire. On sait simplement que c'est un garçon. Cela permet au lecteur de s'identifier et de se mettre dans la peau du personnage et encore une fois de ressentir ses émotions. En effet, la catastrophe qui est arrivée à cette famille pourrait arriver à n'importe qui. Pour conclure cet avis, ma première impression sur la couverture m'a tout de suite fait penser au roman « Plus tard je serai moi » de Martin Page, du même éditeur, qui est aussi un roman sur la vie d'une adolescente et de sa famille. Deux romans que je vous conseille évidemment. Salut Antonin. Pour ta chronique, j'ai remarqué que tu travaillais sur un roman de science-fiction. Il me semble. De quoi s'agit-il ? Je vais vous parler du dernier roman de Karina Rosenfeld intitulé Les Sentinelles du futur. Cet auteur était la première qui avait interviewé Élise lors du reportage au Salon du Livre de Montreuil en 2010. Vous pouvez trouver ce titre aux éditions Syros dans la collection Sun, qui est une collection de science-fiction, comme vous allez le découvrir. Maintenant que tu nous as présenté ce roman, peux-tu nous raconter l'histoire ? Elon est sur le quai d'une gare défraîchie, celui du subatlantique. Il regarde les images de forêts qu'il n'a pas connues sur les murs quand son train allant de Paris à New York arrive. Comme tous les lundis matins, il y retrouve son amie Miko, une camarade de classe. Ils se rendent à l'Académie, un lieu qui gouverne le monde mourant et où sont formés les sentinelles du futur. Ce groupe de personnes est chargé d'étudier et de comprendre le futur tel qu'il est. Les sentinelles se rendent 300 ans plus tard en empruntant un tunnel spatio-temporel. Celui-ci a été créé par erreur par un grand savant. Il voulait utiliser et fabriquer l'énergie à partir d'un trou noir. Mais son expérience a mal tourné et tout a explosé. Après avoir enlevé les décombres, le savant a découvert une faille dans un mur. Après l'avoir visité, il en a été déduit que c'était un tunnel spatio-temporel qui emmenait ses passagers 300 ans plus tard. Arrivé à l'Académie, Elon retrouve dans sa chambre Jérém, son meilleur et seul ami. Ils ont été placés dans la même chambre de l'Académie car ce sont les deux seuls à ne pas payer les droits d'inscription, ce qui est très rare. Ils reprennent leur routine. Elon passe sa matinée à suivre des cours de simulation de vol de cargo-transporteur. Il est considéré comme le meilleur pilote de toute l'Académie et cela grâce à son don extraordinaire. Il peut voir dans le futur proche. Cela lui permet d'anticiper les dangers et de pouvoir trouver une solution. Jérém est un spécialiste des plantes et du clonage. Il sort illégalement avec Miko. En effet, celle-ci, qui est d'origine japonaise, ne peut le fréquenter depuis que le Japon a été englouti par la mer. Les Japonais ont alors promulgué une loi qui oblige les Japonais à se marier entre eux. Après le déjeuner, les amis apprennent qu'il y a une manifestation de pessimistes aux portes de l'Académie. Ce sont des personnes qui ne croient pas en l'espoir que la situation sur Terre va s'améliorer grâce à la venue de sphères blanches dont on a oublié la provenance et l'origine. Ils reçoivent l'ordre de ne pas en sortir, quand soudain, Elon a une vision lui indiquant qu'un attentat va se dérouler dans l'Académie. Antonin, qu'as-tu pensé de ce roman ? Dis-nous tout. J'ai vraiment aimé le roman de science-fiction Les Sentinelles du futur de Karina Rosenfeld. Tout d'abord, ce livre de science-fiction a pour référence, vous l'aurez deviné, le livre de H.G. Wells, La machine à explorer le temps. Mais ici, ce qui est original, c'est que le voyage dans le temps se fait de façon parallèle, si bien que si vous partez dans le futur pendant un mois s'est également écoulé dans le passé. Dans ce roman, il ne s'agit pas d'une découverte fantastique après des années de recherche, mais d'une expérience pour contrôler l'énergie d'un trou noir qui a échoué, provoquant la création de ce tunnel utilisé par les sentinelles. De plus, un élément qui pourra plaire aux filles qui n'apprécient pas vraiment la science-fiction, c'est la petite histoire d'amour qui argumente ce roman. En effet, le héros est tombé amoureux d'une fille habitant 300 ans dans le futur, car vous vous en doutez, il va partir dans le futur pour sauver la planète face à un ennemi que vous découvrirez en lisant ce livre. Ensuite, autre élément intéressant de ce livre, c'est le sujet abordé. La question de l'environnement et de sa destruction par l'homme, une question évidemment d'actualité. Au début du roman, Elon vit sur une terre dévastée où il n'y a plus de nature ni d'animaux. Ils sont tous disparus. Alors qu'en 2059, la Terre est régénérée. Pour finir, Elon, Jérém et Miko sont des personnages intéressants. Ils forment un trio au caractère différent. Ils sont de très proches amis car ils se soutiennent même quand il faut désobéir aux ordres de leurs supérieurs. Il y a aussi l'histoire d'amour interdit entre Jérém et Miko qui ajoute une pointe de romantisme. Autre histoire d'amour dont je vous ai déjà parlé, mais cette fois il s'agit d'une histoire à travers le temps entre deux personnages séparés par 300 ans.
Mais rien n'arrête Elon et Nut. En conclusion, que vous soyez des adeptes des histoires d'amour impossibles, d'écologie ou de voyage temporel, ce livre de science-fiction est fait pour vous. Pendant ma lecture, j'ai remarqué des rapprochements avec une de mes séries préférées, Time Riders, de Alex Caro. Mais si elle parle de voyage dans le temps, l'aventure est totalement différente. Bonne lecture à tous. Alors Clarisse, le manga que tu as choisi me semble original. Alors dis-nous en plus. Dans la rubrique sushi, j'ai choisi pour vous un shonen manga intitulé Nisekoi. Ce titre est l'œuvre de Naoshi Komi et est édité par Kazé. Le premier tome est sorti le 2 octobre en France. Par contre, au Japon, la série compte déjà 10 volumes. De quoi parle ce manga? Raku Ishijo est un adolescent comme les autres qui rentre au lycée. Enfin, comme les autres pas vraiment, puisqu'il est en fait l'héritier d'un clan de Yakuza. Alors qu'il arrive au lycée accompagné de tous les membres du clan, il reçoit un coup de genou dans le visage envoyé par une mystérieuse fille. Celle-ci a sauté au-dessus d'un mur de moins 2 mètres. Ce même jour, quelle n'est pas sa surprise de découvrir que la nouvelle élève de sa classe est la jeune fille qui l'a quasiment assommée. En fait, cette fille se nomme Shitoge Kirisaki. Elle arrive tout droit des États-Unis, mais parle très bien le japonais. Alors que la rencontre entre Raku et Shijo fut renversante, une guerre de clans menace les Yakuza de Raku. Les deux chefs opposés ont eu une conversation qui mène à une seule solution. Les enfants uniques des deux chefs devront sortir ensemble. Mais la malchance s'abat sur le pauvre Raku. Cette fameuse fille, avec qui il va devoir sortir, se trouve être en réalité cette guenon de Shitoge Kirisaki. Ils devront donc faire semblant pour sauver leur peau face aux tueurs de deux clans. Alors que Shitoge et Raku font une sortie en amoureux, Claude, un garde du corps de Shitoge, commence à douter de cette amourette. Plus il espionne les deux lycéens, plus il hésite et pense que tout ceci n'est que blague et mensonge. Ils doivent tout faire pour que leur haine devienne de l'amour aux yeux de leur compagnon. Pourtant, quand il était enfant, Raku a promis à une petite fille qu'il attendrait pour se marier avec elle. Mais il a tout oublié d'elle, son visage et son nom. Il pense que celle-ci pourrait être la douce et jolie Onodera. Clarisse, après ce résumé intéressant, je voudrais que tu nous donnes ton avis. J'ai bien aimé le manga shonen Nisekoi de Naoshi Komi. Tout d'abord, ce manga appartient au genre de tranche de vie, car l'histoire parle de la vie de lycéen. À cela s'ajoute la vie de ce pauvre Raku entouré des Yakuza de son clan. Si tout cela reste très classique, le mangaka réussit à rendre tout cela intéressant grâce à l'humour omniprésent. Ensuite, on a affaire à un manga où l'aspect romantique est très présent. C'est même le centre de tout le scénario, car l'auteur joue sur un triangle amoureux. Raku aime Onodera, mais est obligé de sortir avec Shitoge sous peine de se faire assassiner par les gardes du corps de la jeune fille. Il se retrouve dans des situations très délicates où les quiproquos sont multiples. Raku n'est vraiment pas sorti d'affaire, tout cela n'a qu'un seul objectif, l'humour. Enfin, je trouve que les personnages ont une vraie personnalité. Leurs qualités et leurs défauts font leur charme de chacun d'entre eux. Par exemple, le personnage Shitoge Kirisaki est une fille qui se sent seule, qui a besoin d'un bon entourage pour être heureuse. Elle en a tellement besoin qu'elle en a préparé une liste pour s'approcher des filles, même si parfois elle devrait moins se comporter comme un garçon. Parce que ça lui donne une réputation de garçon manqué, malgré sa beauté qui influence les jeunes garçons. Elle est malgré ses défauts une fille attachante. Ensuite, il y a le personnage Raku Ishijo qui, malgré sa famille un peu spéciale, s'en sort toujours avec des bleus. Ce pauvre garçon ne sait pas du tout se battre comme un homme, ce qui lui cause quelques petits soucis car il est déjà prévu pour le titre de boss. En réalité, il a plutôt les talents d'une femme car il possède un don extra en cuisine. Et heureusement parce que ses compagnons sont soupçonnés de méfaits pour les repas. Je trouve quand même que ce garçon rougit facilement aux côtés d'une jolie fille et qu'il amasse les problèmes. Par contre, il ne sait pas ce qui l'attend derrière le secret du cadenas qu'il porte depuis son jeune âge autour du cou. Mais il y a aussi le personnage Onodera Kosaki, une fille timide, gentille, intelligente et jolie. On pourrait croire que c'est la femme parfaite pour un homme digne de ce nom. Malheureusement, elle n'est pas douée pour la cuisine. Elle fait une très belle présentation, mais le goût de ses petits plats n'est pas aussi merveilleux que la décoration. C'est bien dommage alors qu'elle est d'une gentillesse unique. Raku est plutôt chanceux d'avoir trouvé une fille ayant tant de bons côtés. L'inversion des rôles est un point fort de la série. En conclusion, je vous conseille de lire ce shonen manga réussi et pas dénué d'originalité, notamment avec sa galerie de personnages fantasques. Il ne vous reste plus qu'à rentrer dans le monde des Yakuza et de suivre les aventures de Raku et de ses deux amis.
Ce numéro est déjà terminé, mais n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toute notre actualité sur la page Facebook de Croque Lecture et sur notre blog. Allez, à la semaine prochaine pour continuer à vous parler de titres sortis au mois de septembre et d'octobre. Bye! Bonjour à tous, je vous l'annonce tout de suite, cette deuxième émission... D'accord. Bonjour à tous, je vous l'annonce tout de suite, cette deuxième émission de... Pas possible. Je vais y arriver. Non, c'est pas drôle. Je sens que j'ai déjà dans le titiller. Arrête. Je fais pas, Johan. Toi. Ah non. Ça allait pas, je parlais trop vite, mais bon, c'est pas grave. À table.